Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis urgentiste, donc je peux vous parler de ce qu'on reçoit aux urgences. C'est difficile de trouver des études récentes qui parlent des étiologies précises qui motivent une admission aux urgences. Par contre, je peux vous parler d'une étude qui est de grande envergure, qui a duré 9 ans, et qui parle de toutes les hospitalisations pour détresse respiratoire aiguë. Donc on retrouve les étiologies les plus nombreuses, c'est surtout les pneumopathies, les insuffisances cardiaques aiguës bien sûr, et ensuite on retrouve la pathologie spastique avec la BPCO et l'asthme, et bien sûr les sepsis sévères. Donc pour vous parler des situations d'urgence pneumologique, j'ai choisi de me focaliser sur la pathologie bronchospastique, à savoir les exacerbations d'asthme et les décompensations et les exacerbations de BPCO. Donc je vais commencer par l'asthme. Les recommandations concernant l'asthme, elles sont relativement récentes, elles sont surtout américaines, par la GINA 2014, Global Initiative for Asthma. Donc l'exacerbation d'asthme, c'est une définition clinique, à savoir que c'est un épisode qui est caractérisé par une majoration progressive des symptômes divers comme la dyspnée, la toux, les sifflements ou l'oppression thoracique. Il s'agit en général d'un changement par rapport à l'état de base du patient. Et l'exacerbation d'asthme peut être une situation révélatrice d'une maladie asthmatique qui était jusque-là méconnue. En général, c'est causé par un trigger infectieux ou allergique, mais également par un problème de mauvaise adhésion au traitement ou de mauvaise compréhension de la prise en charge en général. En fait, ce qui va faire l'essentiel de la prise en charge de l'asthme en médecine générale, ce sera l'éducation du patient. Donc, malgré un contrôle satisfaisant de la maladie asthmatique, chez un patient qui est donc bien contrôlé, une exacerbation sévère peut quand même survenir. Alors, je vais vous présenter l'algorithme de prise en charge en soins primaires, c'est-à-dire en médecine générale, en cabinet, au lit du patient ou par exemple pris en charge par SOS médecin. Donc en fait, pour simplifier, on parle des crises modérées, des crises sévères et des crises menaçant la vie. La crise modérée, en fait, c'est le patient qui peut encore faire des phrases complètes, qui ne présente pas de signes de mise en jeu de ses muscles respiratoires accessoires, pas d'agitation, une tachycardie, une tachypnée qui reste modérée, et un débit expiratoire de pointe qui est supérieur à 50% de sa théorique ou de sa meilleure valeur connue. Et bien sûr une saturation qui est normale, supérieure à 92% en air ambiant. Donc à côté de ça, les crises sévères. Alors les crises sévères, le patient a des difficultés à parler, il peut juste dire des mots et pas des phrases complètes. En général, il est en position assise, penché en avant. Il peut être agité, tachypnéique avec une fréquence respiratoire à plus de 30, présenter des signes de tirage, une tachycardie supérieure à 120, et surtout un débit expiratoire de pointe inférieur à 50% de sa théorique. Et c'est là qu'on peut également voir une désaturation à moins de 92%. Et donc au maximum, la crise menaçant la vie, c'est vraiment le stade ultime de l'exacerbation d'asthme. C'est le patient qui est très instable et qui est au bord de l'arrêt respiratoire, à savoir le patient dont l'hypoxémie, l'épuisement respiratoire est responsable de troubles de la conscience, de confusion. La parole est impossible, donc il n'est pas recommandé bien sûr de faire le débit expiratoire de pointe, sous peine d'aggraver la situation. Donc ces deux situations, crise sévère et crise menaçant la vie, doivent faire en urgence passer un appel au centre 15 en fait, pour décrire la situation et pour organiser les secours, soit par une ambulance, avec les pompiers bien sûr, parce qu'il faudra de l'oxygène, soit par le SAMU avec une équipe médicalisée en fonction des paramètres vitaux que vous pourrez décrire au médecin régulateur. Et bien sûr, en attendant, il faut initier le traitement, à savoir le traitement spécifique de l'asthme, c'est-à-dire les bêta-2 agonistes de courte durée d'action, bien entendu la corticothérapie systémique qui est donnée per os, pour plus de simplicité, et l'oxygène quand il est disponible. Donc ça, c'était la situation vraiment qui devait faire transférer le patient immédiatement. Les situations moins graves qui peuvent se rencontrer vous permettent d'initier le traitement avec plus de sérénité.
de commencer à des bronchodilatateurs avec bien entendu des bêta-2 agonistes de courte durée d'action, avec, on dit classiquement, 2 bouffées par exemple de salbutamol à toutes les 5 minutes à renouveler. En pratique, c'est tant de bouffées qu'il en faut. Hein. On peut aller jusqu'à 10 bouffées sur 20 minutes à renouveler tant que le patient est spastique, tant que le patient est symptomatique. Donc, bien sûr, on y associe la corticothérapie orale, qui n'est pas inférieure à la corticothérapie IV. Et bien sûr, l'oxygène. Alors, l'oxygène au masque, c'est quand le patient désature. Alors, je ne suis pas persuadé que tout le monde puisse avoir les moyens de faire une oxygénothérapie en ville. Je pense que certains en ont dans leur voiture. Quand vous êtes à SOS médecin, c'est systématique. Mais je pense que... Alors, je ne sais pas, peut-être je vais faire un petit sondage rapide dans la salle. Si ceux qui ont de l'oxygène en cabinet peuvent lever la main. Ah ben, il y en a pas mal, effectivement. Et donc oui, je pense que c'est vraiment indispensable pour gérer ce genre de situation parce que ça peut vite évoluer. Et bien entendu, on réévalue ce patient dans l'heure en fait pour voir si, malgré le traitement initial, son aggravation va motiver une hospitalisation urgente. Si tout se passe bien, c'est-à-dire si tout s'améliore, s'il y a une résolution des symptômes, si le peak flow ou le débit expiratoire de pointe s'améliore et devient supérieur à 60 à 80% de la théorique, là, on pourra se permettre de faire un traitement ambulatoire, à savoir poursuivre le traitement de la crise si les symptômes se répètent, instaurer un traitement de fond par bêta-2 agoniste de longue durée d'action si le patient n'en a pas encore, ou majorer les doses quand le patient en a déjà. Et bien sûr, vérifier la technique de prise des bêta-2 agonistes de courte durée d'action, parce que souvent, c'est un problème de technique ou d'approvisionnement. Des fois, les patients utilisent un flacon qui est vide, et ça, il faut le vérifier. Il faut toujours demander au patient comment est-ce qu'il prend ces bêta-2 agonistes. Donc, vérifier la technique, l'adhésion au traitement, et on poursuit la corticothérapie pendant 5 à 7 jours. C'est vraiment l'essentiel du traitement. Une exacerbation d'asthme ne peut pas être traitée sans cortisone. Avec bien sûr une réévaluation à distance dans les 2 à 7 jours. Le suivi est indispensable, toujours pour réévaluer le traitement de la crise, mais également réévaluer le traitement de fond, dont on peut doubler les doses pendant 1 à 2 semaines, le temps que le trigger soit contrôlé, à savoir en général le facteur infectieux. Donc ça permet de contrôler un petit peu la compréhension du traitement par le malade asthmatique. Et ce qui est recommandé, c'est de lui faire ce qu'on appelle un plan d'action personnalisé écrit. C'est-à-dire que le patient, en cas d'urgence, il faut qu'il ait des consignes écrites dont on aura discuté avec lui préalablement. Il saura exactement quoi faire dans chaque situation. Alors effectivement, ce plan d'action personnalisé écrit, là je vais vous montrer celui qu'on donne aux patients aux urgences, parce que quand ils passent chez nous pour une exacerbation d'asthme, il se peut qu'on les surveille soit quelques heures, soit 12 heures, soit 24 heures, et qu'ensuite ils aient les critères de retour à domicile. Et donc on leur remet ce plan d'action personnalisé écrit, qui est assorti d'un dispositif en fait, de mesure du débit expiratoire de pointe, avec 3 zones en fait. Zone verte, tout va bien, le patient est à l'état d'équilibre et il prend son traitement de fond comme habituellement. La zone orange, où le patient peut être amené à prendre une corticothérapie orale, peut être amené à prendre des bêta-2 agonistes de courte durée d'action plus que d'habitude. Et là, il est encouragé à prendre contact rapidement avec son médecin traitant. Et la zone rouge, où là, théoriquement, il ne devrait pas avoir le temps d'aller voir son médecin traitant, et il devrait appeler le centre 15 immédiatement. Donc il a été démontré qu'en fait, sur de vieilles études, que les patients qui regagnent leur domicile avec un plan d'action personnalisée écrit, eh bien, ça diminuait le nombre de réadmissions aux urgences dans les 6 mois. Donc nous, en fait, on conseille aux patients c'est difficile en fait aux urgences dans cette atmosphère un petit peu désordonnée d'expliquer en détail le plan tel qu'il devra être utilisé, parce qu'il est quand même relativement complexe malgré tout.
On le fait rapidement avec eux, mais on les encourage à le refaire avec leur médecin généraliste, parce que c'est là que le patient aura le temps de se poser à distance et de tout reprendre les critères qui doivent l'amener à consulter ou à modifier son traitement habituel. Aux urgences, nous sommes en lien étroit avec une filière de réévaluation rapide par des pneumologues dans le cadre d'un centre d'investigation clinique. On le réserve aux patients qui n'ont pas de suivi pneumologique préalable, et comme ça permet que leur asthme soit mieux évalué au niveau de la sévérité et qu'ils puissent avoir un traitement de fond adapté. Alors c'est vrai qu'aux urgences, on a préférentiellement les patients qui n'ont pas de suivi spécifique et qui souvent n'ont pas de médecin traitant, donc on les encourage fortement à avoir un médecin traitant. Donc je vais passer maintenant à la BPCO, au second volet de ma présentation. Donc pareil, il y a des recommandations américaines qui sont relativement récentes et qui n'apportent pas de choses spectaculaires au niveau de la prise en charge. Donc il est toujours dit qu'une exacerbation aiguë de BPCO se diagnostique cliniquement, en fait. Et en fait, il faut bien comprendre la différence entre exacerbation de BPCO, qui est une majoration des symptômes, et décompensation de BPCO, qui est en fait qui exprime un épuisement respiratoire, en fait, qui exprime le fait qu'une acidose hypercapnique n'est plus compensée. On verra ça dans pas longtemps. Donc je vais passer rapidement sur les critères d'hospitalisation qui sont conseillés, la majoration marquée de l'intensité des symptômes, la dyspnée de repos, le fait qu'il y ait une BPCO sévère sous-jacente, la survenue de nouveaux signes cliniques comme par exemple la cyanose, les œdèmes des membres inférieurs, l'échec bien sûr du traitement de première intention, la présence de comorbidités sévères comme l'insuffisance cardiaque, la FA de novo, le fait que ce soit un patient qui fasse des exacerbations de plus en plus fréquentes, et bien sûr le sujet âgé et le sujet qui ne bénéficie pas de ressources sociales suffisantes. Donc un mot rapide sur la gazométrie artérielle en fait, qu'on peut être amené à faire, bien entendu pas en urgence, en ville parce que vous avez des difficultés peut-être à avoir les résultats rapidement, mais ça peut, pour un patient chronique qui s'aggrave progressivement, ça peut être intéressant pour voir où il en est. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une acidose respiratoire et surtout est-ce qu'elle est compensée? Alors ces patients qui ont une acidose respiratoire chronique, c'est ces patients-là qui sont les plus fragiles et qui sont le plus à même de décompenser lors d'un trigger notamment infectieux. Par exemple ici, sur les gaz du sang de gauche, vous avez bien sûr une hypercapnie, mais avec un pH normal. En fait, l'hypercapnie, l'acidose respiratoire a pu être compensée par réabsorption des bicarbonates par le rein. C'est pour ça que vous avez des bicarbonates augmentés. Et du coup, vous avez un pH normal. Inversement, à côté, vous avez un pH acide, toujours dû à une hypercapnie, toujours partiellement compensé par une élévation des bicarbonates, mais cette élévation, elle n'est plus suffisante pour compenser l'acidose. Le patient est en épuisement. Donc, à gauche, nous avons une situation où le patient est fragile et nécessitera certainement une hospitalisation. Et à droite, nous sommes dans une situation d'urgence où le patient doit être transféré immédiatement aux urgences ou en réanimation pour qu'il ait de la ventilation non invasive. Alors dans les exacerbations aiguës de BPCO, c'est-à-dire pas les décompensations, le traitement est ambulatoire. Et en fait, les études montrent que plus de 80% des exacerbations aiguës peuvent être traitées à la maison. Donc le traitement, il est le même qu'à l'hôpital, à savoir des aérosols bronchodilatateurs, une corticothérapie qui est à faible dose pour épargner un petit peu la capacité musculaire du patient, son capital osseux, mais également ses défenses immunitaires. Et donc une antibiothérapie peut être instaurée selon certains critères et l'oxygénothérapie dans certains cas. Le risque de décès lors d'une exacerbation aiguë de BPCO est lié à la survenue d'une décompensation à type d'acidose hypercapnique, comme j'en ai déjà parlé, mais également la présence de comorbidité, la nécessité de recours à la ventilation. Donc plusieurs études randomisées ont montré que l'hospitalisation à domicile était une alternative satisfaisante à l'hospitalisation chez des patients qui ne présentaient pas d'acidose, c'est-à-dire pas d'acidose respiratoire, qu'elle soit compensée ou non compensée. Et donc c'est vrai que peut-être que c'est compliqué pour un médecin généraliste d'organiser une HAD aussi rapidement. Je pense que ça se fait. Nous, à partir des urgences, on est en contact avec la HAD et on peut le faire sous 24-48 heures, ça nous arrive.
Voilà, ces recommandations, elles disent également que la télémédecine n'a donné aucun bénéfice au management des exacerbations aiguës de BPCO, donc elle n'est pas recommandée. Je terminerai par les éléments utiles en soins primaires. Alors en fait, vous parlez d'oxygène, je pense que voilà, c'est indispensable. Après, pour ceux qui ne disposent pas d'oxygène, la solution la plus simple pour avoir de l'oxygène, c'est d'appeler les pompiers, ceux qui arrivent le plus rapidement et qui ont toujours de l'oxygène. Mais ce qui est vraiment indispensable, je pense, c'est vraiment le saturomètre portatif, dont les prix sont maintenant démocratisés, qui sont fiables et qui permettent de juger rapidement de la gravité de la situation, qui peuvent, lorsqu'on appelle le centre 15, le médecin régulateur, donner un élément déterminant dans la prise en charge et surtout permettre d'administrer de l'oxygène au débit adapté. Et enfin, bien sûr, avoir sur soi des bronchodilatateurs bêta-2 agonistes de courte durée d'action, ainsi que des corticoïdes oraux, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin, en soins primaires, d'avoir recours à un traitement injectable. Ça n'a pas montré de supériorité. C'est également le cas pour tout ce qui est bêta-2 agoniste injectable. Ça ne fait pas mieux que ce qui est inhalé, que la voie inhalée. C'est à réserver aux cas très particuliers où l'aérosol est strictement impossible. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fini pour l'instant. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qui a des questions? Qu'est-ce que vous entendez comme corticothérapie à faible dose? À faible dose, en général, c'est un demi-milligramme kilo, c'est-à-dire en moyenne 40 mg. C'est ce qui est recommandé maintenant. Autre question? L'autre problème que l'on a en ville, c'est qu'on n'a pas du tout les bronchodilatateurs pour aérosol. Il faut absolument qu'ils soient prescrits par des médecins hospitaliers ou des médecins spécialistes. Oui, c'est vrai, mais après, quand on parle de bronchodilatateurs, c'est le flacon de Ventoline, hein, en oui, fait. mais quand il y a une exacerbation et que effectivement la prescription d'aérosol peut être utile, on est obligé de les envoyer aux urgences pour avoir cette prescription qui peut être faite par les urgentistes. Mais vous avez raison de les envoyer à ce moment-là, parce que c'est vrai que quand il y a quand même les bronchodilatateurs, quand ils sont aérosolisés, il y en a quand même énormément plus qui est délivré au niveau des bronches et ça a quand même une efficacité qui est nettement supérieure au spray de Ventoline. Ça veut dire que si votre patient a besoin d'aérosol, je pense que c'est quand même naturel qu'il soit évalué aux urgences, quitte à après revenir à domicile. Moi, ça ne me choque pas qu'on fasse comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, je passe la parole à Odile Lepillet pour les urgences toxicologiques. Bonjour. Donc, je suis le docteur Odile Pillet. Je suis médecin praticien hospitalier en réanimation médicale, mais je vais intervenir ici en tant que toxicologue, puisque j'ai en charge le DIU de toxicologie médicale, de toxicologie clinique à l'Université de Bordeaux, où vous êtes tous accueillis. Je fais un petit peu ma pub. Alors, vaste programme que les urgences en toxicologie. On ne va bien sûr pas pouvoir tout traiter, et je vais commencer par un petit panorama d'épidémiologie pour vous montrer sur cette publication de 2008 qu'il y a environ un peu plus de 200 000 cas d'intoxication par an, avec la moitié des cas qui sont symptomatiques. Les circonstances sont essentiellement accidentelles, ce sont des accidents de la vie courante, et vous voyez qu'un peu moins de la moitié des cas impliquent des enfants de moins de 4 ans. Alors, les médicaments, bien sûr, sont aux premières loges, suivis d'un petit peu plus loin par les produits à usage domestique et ménager, puis ensuite, c'est un petit peu plus confidentiel. Alors voici les médicaments qui sont les plus souvent à l'origine d'une intoxication, tels qu'ils ont été publiés par le Centre antipoison de Paris. Vous voyez que la part est belle aux psychotropes, à part un petit paracétamol qui traîne en 5e position. Et il ne faut pas se laisser... Alors, vous voyez que ces psychotropes, la plupart du temps, ils sont assez peu toxiques si on les prend bien en charge. Néanmoins, dans cette liste, il faut faire attention à des produits hautement toxiques, comme peuvent l'être le paracétamol ou certains antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
Et on va s'intéresser aux décès toxiques, parce que c'est quand même eux qu'il faut éviter. Alors, heureusement, vous voyez, ça ne touche pas les enfants de moins de 4 ans, bien que ce soit les plus susceptibles d'être intoxiqués. Et c'est à partir de l'âge adulte qu'on rencontre le plus de décès toxiques, avec toujours les spécialités pharmaceutiques qui sont principalement en cause. Et là, évidemment, la tendance s'inverse, puisque les décès sont en général dans le cadre d'intoxication volontaire. Comment va-t-on évaluer ce pronostic? Eh bien, il repose sur l'importance de l'interrogatoire. Bien sûr, il faut connaître le toxique, il faut connaître la dose supposée ingérée. Donc là, il ne va pas falloir compter les pilules qui manquent ou regarder ce qui reste dans le flacon. Non, on prend la dose maximale supposée ingérée, en faisant attention à la formulation, si c'est de la libération prolongée, puisque les symptômes vont arriver un peu plus tard, et évidemment, le terrain sur lequel survient l'intoxication, l'âge, les comorbidités, et le délai entre l'intoxication et la prise en charge qui est importante, en particulier pour certains toxiques dont on connaît le retard des symptômes. Il faut savoir qu'il y a des délais d'apparition qui sont classiques. C'est-à-dire que si les patients s'injectent un produit, s'ils inhalent un gaz, il y aura... C'est bon ce coup-ci, hein. Il y aura des symptômes quasi immédiats, c'est-à-dire dans les minutes. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir des symptomatologies retardées, en particulier avec les gaz, mais si quelqu'un s'est injecté ou vient d'inhaler un gaz et qu'il n'a aucun symptôme dans l'heure suivante, vous pouvez être réconforté, du moins sur la dangerosité immédiate. Bon, c'est un petit peu différent en ce qui concerne les médicaments. Vous voyez, moins de 6 heures pour les psychotropes ou les cardiotropes, un petit peu plus de 12 heures pour les alcools toxiques, parce qu'il faut qu'ils aient le temps d'être métabolisés en produits toxiques par des enzymes, et plus de 24 heures, vous le savez, par le paracétamol. Comment va-t-on définir une intoxication grave? En fonction du toxique, bien sûr, devant la nécessité de surveiller le patient parce qu'il en a pris beaucoup ou parce que c'est un toxique dangereux, devant les symptômes qu'il présentera, et le terrain, soit parce que c'est un petit enfant, un grand vieillard, ou alors parce qu'il présente des comorbidités lourdes. Alors vous aurez certains patients qui seront sévèrement intoxiqués au moment de la consultation, qui présenteront des symptômes qui seront flagrants, mais il faut faire très attention parce que les patients asymptomatiques, il ne faut pas les sous-estimer, et vous voyez que la mortalité en réanimation, elle est 4 fois plus importante si le malade est conscient que s'il est comateux, tout simplement parce qu'on sous-estime la gravité de cette intoxication. Et alors, il faudra bien connaître les toxiques à intervalle de temps libre, parce que bien évidemment, pendant cet intervalle de temps, eh bien, c'est à ce moment qu'on peut intervenir pour précisément ne pas voir arriver les symptômes. Alors, les voici. Alors, c'est surtout la colonne de gauche qui est la plus fréquente, le paracétamol, que vous connaissez bien, les antivitamines K, qu'elles soient médicamenteux ou raticides, les antidépresseurs, et puis les fameux champignons à syndrome tardif, que sont les syndromes phalloïdiens ou orélaniens, et puis les alcools toxiques, puisque ces alcools ne sont pas toxiques en eux-mêmes, mais le deviendront par leur métabolisme via l'alcool déshydrogénase. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut foncer sur les antidotes. Alors vous connaissez les principaux, la vitamine K1, de la fomépizole qui est l'inhibiteur de l'alcool déshydrogénase, empêchant donc la synthèse des métabolites toxiques des alcools toxiques, et puis la N-acétylcystéine qu'on ne présente plus, et puis il faut penser, même si ce n'est pas non plus miraculeux, à la silimarine dans les amanides phalloïdes. C'est recommandé, même si ça ne sauve pas toujours les patients. Juste cette petite diapositive pour vous montrer qu'en toxicologie, on a plein de zones pour intervenir, pour éviter que le toxique aille sur sa cible. Si le patient on est avant la circulation systémique, et si on est dans l'heure suivant l'intoxication, on peut limiter l'absorption. On peut inhiber une activation métabolique pour éviter la formation des métabolites toxiques. On peut chélater notamment les métaux en permettant l'élimination du complexe chélateur toxique. On peut activer un métabolisme de détoxification. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça parce que je vais vraiment dépasser mon temps. On peut agir également en déplaçant le toxique de sa cible. Et puis enfin, merci, on peut avoir un traitement symptomatique une fois qu'on a une toxicité. Alors on va parler de 2 familles de toxiques. D'abord les cardiotoxiques, parce que c'est quand même ceux qu'on redoute le plus, en sachant que le cardiotoxique, il est loin d'être exclusivement l'apanage des médicaments. Vous voyez, il y a des médicaments, bien sûr, qu'on connaît tous, mais il y a les produits agricoles, avec les organophosphorés, les produits industriels, avec tous les cyanures, les produits domestiques, avec le monoxyde de carbone qu'on ne présente plus, et puis les plantes qu'on a tendance à sous-estimer et qui peuvent être responsables, surtout chez le malade mental, les gens qui ont tendance à faire des décoctions, parce qu'ils sont un petit peu... et puis les petits-enfants.
Non, mais c'est les gens qui sont près de la nature, vous voyez, qui sont... voilà. Et si, ils font des décoctions de laurier, de plein de choses, en fin de compte. Ah, parce que les malades mentales les broutent. Si, on a eu des malades mentaux qui ont mangé des baies ou des feuilles en grande quantité, notamment de laurier rose, et ça leur a pas réussi. Alors, dans les médicaments à effet stabilisant, pas forcément, non, ça ne s'appelle pas un suicide, parce que c'est pas dans un but suicidaire. C'est un but, enfin peut-être que, c'est pas ce qu'ils ont. C'est un but d'exploration. Voilà. Alors, dans les toxiques, il faut différencier deux types de cardiotoxiques, ceux à effet stabilisant de membrane. Alors, bien sûr, là aussi, on connaît ceux de la pharmacologie en cardiologie, mais il ne faut pas oublier les antipaludéens, qui sont responsables de décès extrêmement brutaux, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, et puis évidemment les antidépresseurs polycycliques, tri et tétra, et puis les antimigraineux. Donc on a toujours tendance à oublier d'ailleurs dans les effets stabilisants de membrane. Alors là maintenant ça ne passe plus, je suis maudite. Hein. Ah voilà. Les inhibiteurs calciques avec une surmortalité du verapamil par rapport au diltiazène et à la nifedipine qui partagent à peu près 7% de mortalité. Si bien qu'une aide à la régulation du SAMU et du Centre 15 a listé cette liste de médicaments les plus toxiques avec les conduites à tenir, et c'est une aide à la régulation pour savoir où envoyer le malade. Et ne pas oublier les plantes. Alors, on connaît bien sûr la digitale, d'où vient la digitaline, mais il y a la scille, le muguet, le laurier rose, qui contient des hétérosides cardiotoniques, à ne pas confondre avec le laurier palme ou le laurier cerise, qui lui est extrêmement toxique parce qu'il contient des cyanures. Et puis l'if qu'on ne présente plus, qui est très amer et mauvais, et donc le petit enfant a un peu du mal à en manger plusieurs baies, mais 3 baies d'if suffisent à tuer un enfant. Pourquoi je vous parle de ça de manière abondante ? Parce que vous voyez que en toxicologie, sur toutes les toxiques confondus, il y a une mortalité qui est inférieure à 1%, et on va jusqu'à 20% avec les cardiotoxiques. Ce qui a été publié par Bruno Megarban en 2003 et qui est toujours d'actualité avec, vous voyez, la flécaïne antiarythmique de classe 1 qui tient le haut du pavé. Alors, je voudrais vous parler aussi des produits ménagers. Alors, pourquoi les produits ménagers ? Parce que les victimes, c'est tout le monde. C'est bien sûr les enfants de moins de 4 ans qui sont dans une phase d'exploration. C'est les personnes âgées, notamment dans des cas de pathologies neurologiques dégénératives. C'est vous, c'est moi, parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas déconditionner, mais il arrive qu'on déconditionne et qu'on stocke dans des endroits incongrus. Donc, je ne vous parlerai pas des conduites suicidaires et des produits industriels, mais voilà, ce qui se passe, c'est quand on voit ça, on se dit qu'on ne va pas pouvoir connaître les compositions de tout, et il va nous falloir une aide ou au moins quelques règles simples. En ce qui concerne les lessives, il y a un message très simple, c'est que tout ce qui est à utilisation manuelle, que ce soit pour la vaisselle ou pour le linge, c'est irritant. Ce n'est pas pour autant que c'est dénué d'effets toxiques, parce que c'est moussant, et donc ça peut entraîner des pneumopathies d'inhalation. Et lorsque, la plupart du temps, une maman vous appelle ou vous montre un enfant qui a bu ces produits-là, eh bien, il faut surtout lui dire de ne pas le faire boire, mais bien préciser dans les 3 heures suivant l'intoxication, parce que j'ai une maman qui m'a dit « Ah bon, et pendant combien de jours je ne le fais pas boire ?» Et donc, il faut préciser. Et puis, il faut lui dire, pareil, qu'elle peut lui donner une cuillère à soupe, là aussi, il faut préciser la quantité d'huile pour éviter la formation de mousse. Et puis, surveiller cet enfant, parce qu'au bout de 24-48 heures, il peut présenter une toux avec une fièvre qui devra, à ce moment, être vue pour une vraisemblable pneumopathie d'inhalation. Alors la chose n'est pas du tout pareille en ce qui concerne les produits machines. Les produits machines, vous voyez, que ce soit pour la vaisselle ou pour le linge, c'est très alcalin avec des pH voisins de 12, des fois c'est directement de la soude ou de la potasse, et il faudra faire attention à la présentation. On boit plus un gel qu'on ne grignote une pastille. C'est évident. Alors là aussi, il y a un message il faut bien nettoyer la bouche. Comment ? C'est vrai. Alors, il faut bien nettoyer la bouche. Il faut évidemment ne pas faire boire parce que c'est caustique. Et surtout, même si les gens disent j'ai mal à l'estomac, etc., ne pas donner de pansement gastrique parce que sinon vous allez gêner la fibroscopie. Et ces gens-là, il faut les envoyer directement, même si la bouche est propre, à la fibroscopie.
Les assouplissants, c'est pareil. Les assouplissants, il y a plein d'actions qu'on a tendance à sous-estimer. On pense toujours à la brûlure, c'est vrai, elle existe, hein, mais il y a des actions curare-like de certains assouplissants. Certains contiennent de l'alcool isopropylique qui sont beaucoup plus toxiques que l'alcool éthylique. Et en forte quantité, vous voyez, on peut avoir des hypotensions, des collapsus, apnées, convulsions, et même un effet corrosif des tensioactifs cationiques. Et puis alors, les nettoyants multisurface, il y a de tout. Vous voyez, il y a de l'alcool, des solvants pétroliers, de l'eau de javel, de la soude, des détartrants. Donc là, il va être vraiment très important de détailler l'étiquette du produit. Et qu'est-ce qu'il va falloir rechercher comme symptômes? Parce que ça concerne souvent des petits-enfants. C'est des pleurs, des refus de boire, de manger, des dysphagies, des gamins qui vomissent, et surtout, quelque chose qui frappe, c'est qu'ils ont une hypersialorée. Et un enfant qui ne veut pas de biberon, qui ne veut rien manger et qui salive, c'est qu'il a des lésions. Alors évidemment, on va regarder à l'intérieur de la bouche et on va nettoyer, on va regarder s'il y a des phlictènes, des ulcérations. Et vous voyez cette étude du CAP de Bruxelles qui montre que pour l'ingestion de produits de lavage pour lave-vaisselle, avec des symptômes, il y a eu 3 fibros qui ont été normales, 4 avec des lésions modérées et 5 avec des lésions sévères. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que pour cette fibroscopie positive, dans certains cas, l'enfant n'avait aucune lésion buccale. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a rien dans la bouche qu'il faut se dire on est tranquille. Hein, mais par contre, ils avaient une hypersialorée et ils présentaient des vomissements. Donc, il est important de bien détailler ces étiquettes. Ça a l'air d'être une lapalissade, mais il faut connaître le nom du produit. Donc, il faut dire aux parents, amenez le produit. Ce n'est pas la peine de leur dire de décrire, ils ne sauront pas. Donc, amenez le produit. Des fois, il y a la compo, souvent, il n'y est pas. Et il va falloir... vraiment, vous voyez, tout est détaillé, l'usage, le mode d'emploi, la composition, le fabricant. Et pourquoi il faut bien lire ça? Parce que votre interlocuteur, ça ne va pas être un bouquin, ça ne va pas être Internet, ça va être le centre antipoison. Donc voilà les centres antipoison maintenant qui restent avant la fermeture prévue de certains, avec Bordeaux qui reste et qui est même regroupé dans le Grand Sud avec le centre antipoison de Toulouse et de Marseille. Donc si vous appelez le centre antipoison, en fonction des gardes, ne vous étonnez pas d'avoir des interlocuteurs avec des accents qui ne sont pas bordelais. Ça sera Marseille, ça sera Toulouse, ça sera Bordeaux, mais les dossiers sont centralisés et après, chaque CAP suit ses propres dossiers. Hein. Voilà, c'est important de contacter le centre antipoison parce que le centre antipoison, bien sûr, il va vous renseigner sur le pronostic, sur les symptômes à rechercher, mais surtout, et il va vous aider. Il va vous aider à orienter le patient, vous dire où, et souvent même, il va déclencher le secours. Pour un cardiotoxique, le CAP ne va pas vous dire, débrouillez-vous, appelez. Non, c'est le CAP qui va déclencher le SAMU et qui va organiser le transfert chez Pierre Coste lorsqu'il y a besoin d'une surveillance et éventuellement d'une sonde. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que le CAP, il a accès à ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire les compositions. Nous avons des fichiers de composition sur tous les produits, et donc c'est quand même important de bien préciser le fabricant et le type, parce que nous, derrière, on a les listes de composition. Et donc, pour terminer, c'est le centre antipoison qu'il faut connaître. Alors, vous pouvez faire le centre 15, bien sûr, parce que c'est la même plateforme, mais le centre 15, dès qu'il entendra le problème toxique, ça fera un interlocuteur de plus pour le CAP, avec donc le chef de service, qui est ma consoeur et amie Magali Labadie. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Odile. C'est bien la première fois que j'entends qu'il vaut mettre dans le coma, que c'est moins grave. C'est vrai. C'est bon. C'est quand même très, très intéressant. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Moi, je suis médecin gériatre. Je m'occupe donc de structures personnes âgées, dont les structures Alzheimer, avec les déambulants qui vont dans les chambres et qui ont tendance à toucher à tout. Et ce qu'on a fréquemment, c'est qu'ils mangent le savon. Absolument, mais ça, c'est très fréquent. Alors, oui, c'est très fréquent. Savon, savonnette. Oui. Ça fait rire l'Assemblée, mais quand nous, on est en difficulté, il faut arriver à trouver des solutions. Donc, alors, heureusement, c'est jamais très très grave. Non, à part la pneumopathie d'inhalation. Oui. Voilà. Donc c'est simplement ça. Il ne faut pas les faire boire dans les 3 heures, pareil. Et puis c'est tout. Et puis il faut surveiller après les symptômes, en particulier une température le lendemain, le surlendemain. Donc pas de topique digestif, rien. Non. Ok. Non. D'accord. Merci. Ça on peut à la limite. Hein. C'est pas dangereux de donner un petit pansement gastrique, mais en général ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut nettoyer et puis voilà. Puis éviter de que ça mousse. Oui, ok, merci. Concernant les adolescents qui se shootent au déodorant, donc nous on ne va pas les voir quand qui font un malaise, mais quels autres signaux peuvent nous faire y penser?
Si on les voit en consultation. On les remarque. Hein. C'est-à-dire qu'ils rigolent bêtement, ils ont une voix qui est complètement comme ça. Et puis, oui, et puis ça passe. Alors évidemment, il y en a certains qui peuvent entraîner des convulsions, mais en général, le problème, c'est qu'ils ne prennent pas que ça. Et dans ces soirées-là, on est confronté à une intoxication qui est multiple, qui est bien sûr ces déodorants. Et puis, il y a aussi, vous savez, les nettoyants des claviers. Hein, ça, c'est quelque chose qui marche très très fort justement pour cette sensation d'euphorie. Et ils prennent énormément d'alcool. Et puis du cannabis, et maintenant malheureusement de plus en plus de l'ecstasy. Donc il faut faire un petit peu la part dans tout ça, et en général, les symptômes, ils sont présents, quoi. Hein. Bien, allez, on va passer aux urgences cardiologiques. Vous pouvez applaudir Odile. Hein. Les urgences cardiologiques avec Pierre Coste, que tout le monde connaît. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir permis de participer à cette session de formation. Alors, quand on m'a demandé de parler des urgences cardiologiques, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire qui pourrait les intéresser? J'ai pensé quand même la douleur thoracique, c'était quand même quelque chose qui vous préoccupait. Et j'en ai profité d'autant plus que récemment, si j'arrive à passer, parce que moi je ne suis pas non plus familier, voilà. Récemment sont parus, donc c'est en 2014, des guides référentiels. Alors celui-là, vous le connaissez par cœur parce que je pense que l'assurance maladie a dû venir vous voir pour voir si votre parcours de soins était conforme à leurs attentes. C'est le référentiel, donc le guide du parcours de soins de la maladie coronaire, donc, qui est publié en juillet 2014, tout le monde le connaît. Et donc on pourra en reparler si vous voulez dans la discussion. Mais de manière plus sérieuse, parce que ça c'est l'HAS, et je n'ai jamais considéré que les références de l'HAS c'était parole d'évangile, même si c'est un référentiel. Il y a des références scientifiques qui sont nos recommandations que vous voyez ici, les recommandations sur la revascularisation myocardique en septembre 2014, sur le traitement et le diagnostic donc, des maladies aortiques, en particulier la dissection aortique, et sur l'embolie pulmonaire. Alors vous voyez que ça couvre exactement le panel de la douleur thoracique, il manque la péricardite, mais ce n'est pas souvent une urgence en termes de pronostic. Donc voilà, donc si vous avez des cauchemars cette nuit et que vous ne dormez pas, vous pouvez toujours aller sur le site de l'HAS ou sur le site de bonne vieille société européenne dont le login est ici. D'ailleurs, toutes les recommandations scientifiques depuis les 10 dernières années sont en ligne, si vous voulez vraiment les décortiquer. Alors c'est très, très fouillé, mais il y a des tableaux, et je vais essayer de vous résumer un petit peu surtout la philosophie donc, de la prise en charge de douleur thoracique. Alors de quoi parle-t-on? Excusez-moi. Il y a une enquête qui a été faite l'an dernier par Sandrine Charpentier, qui est maintenant PUPH de médecine d'urgence à Toulouse, et qui a regardé pendant une journée l'activité donc des douleurs thoraciques dans le SAMU, dans le préhospitalier, mais aussi dans les services d'urgence. Et là, c'est la diapositive sur l'activité dans un service d'urgence. Donc, quand les patients viennent dans un service d'urgence, comme à l'hôpital Pellegrin ou dans le mien, quel est le pourcentage, grosso modo, de diagnostic à la fin, qu'on rentre, bien entendu, dans notre fameux PMSI. Dans un service d'urgence donc généraliste, on pourrait dire, eh bien, il n'y a que 10% environ de cardiologie de syndrome coronarien aigu. Donc vous voyez que c'est quand même très très peu quand les gens se présentent souvent tout seuls ou sont emmenés par les pompiers, avec donc essentiellement les syndromes coronariens aigus sans SUS-ST. Il y a la pathologie pulmonaire, vous voyez, la pneumopathie, c'est 5,5% des cas. L'embolie pulmonaire, c'est très faible. Quelques pneumothorax. Il y a beaucoup de pathologies qu'on appelle neuromuxulo, psycho, machin, qui sont mal étiquetées probablement parce qu'il y a, vous voyez, 14%. Et il y a également un faible pourcentage d'urgences digestives. Et j'attire votre attention, ce qu'il y a quand même dans l'enquête qui était très honnête, il y avait 19% de pathologies non déterminées. C'est-à-dire que là, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, c'est quand même beaucoup. Enfin, j'insiste sur le fait que, surtout en service d'urgence, normalement, quand les gens ne sont pas triés par la régulation SAMU Centre 15, il y a peu de syndrome coronarien aigu. Malheureusement, il y en a encore. Et je pense que ce n'est pas un bon plan de les envoyer là-bas parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus, à la fois plus simple et beaucoup plus efficace de converser avec des cardiologues. Alors, orientation vers une douleur thoracique de façon extrêmement schématique. La douleur thoracique, donc ça c'est les règles d'or que vous connaissez tous, c'est d'abord savoir si le patient a des signes de gravité, s'il a une baisse tensionnelle, donc collapsus, il est très tachycarde, s'il a une hyperventilation, il est à moitié
comateux, là c'est sûr que c'est des signes de gravité qui vont recourir à des soins d'urgence, donc c'est appel SAMU centre 15 sans problème. Mais devant une douleur thoracique, indépendamment de la péricardite que j'ai volontairement zappée, il y a deux grands diagnostics qu'il ne faut surtout pas mépriser. C'est d'un côté la dissection aortique, qui peut avoir des masques souvent un petit peu difficiles, ou le syndrome coronarien aigu, donc qui est le grand fourre-tout où on met l'infarctus et l'angon instable. Alors il y a quelques éléments sémiologiques que j'aime bien rappeler pour dire qu'une douleur est en rapport plutôt avec ces problèmes donc pariétaux, pulmonaires, péricardiques ou digestifs. Les douleurs, lorsqu'elles sont provoquées, c'est-à-dire que si vous arrivez en appuyant sur le thorax du patient ou si vous faites respirer le patient et que vous augmentez ou modifiez sa douleur, c'est très souvent un problème extra, je dirais, coronarien. Et vous pouvez éliminer donc la dissection aortique et syndrome coronarien aigu, c'est ostéo-articulaire, neurologique, musculaire. Les douleurs latéralisées, ça évoque avant tout une infection pulmonaire ou pariétale, mais éventuellement pleurale. Et les douleurs donc, qui sont éminemment variables, donc je l'ai dit avec la position, donc c'est soit la plèvre, soit le péricarde, ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la première cause de douleur thoracique dans un service d'urgence tout global, c'est la fracture de côte. Il y a des gens qui tombent et qui ont des fractures de côte, et il ne faut pas oublier, ce que je répète toujours à mes internes, de palper le malade, de l'examiner avant de faire un dosage de troponine. Douleur thoracique et épigastrique, ça évoque éventuellement un problème digestif, donc ça c'est des arguments d'orientation. Alors après, comment il faut cheminer? Eh bien, ce qu'il faut se souvenir, c'est que même un cardiologue averti, il se trompe et que je dois dire que quand même le diagnostic sémiologique d'une douleur thoracique est souvent très, très difficile. Alors il y a quelques petites recommandations donc, qui sont sorties des dernières études qui plaident en faveur d'un syndrome coronarien aigu. Forte probabilité de syndrome coronarien aigu, c'est quand le patient a déjà eu la même sémiologie douloureuse à l'effort. Et en particulier si cette sémiologie était reproductible. Un angineux qui souffre à l'effort de manière reproductible et qui devient spontanément douloureux, c'est quand même très très louche. Ce qui est en faveur du syndrome coronarien aigu, c'est les irradiations, en particulier aux bras ou aux mâchoires. Les gens généralement des irradiations, mais ce n'est pas forcément constant. La notion de sueur, de nausée ou de vomissement. Alors, tout ça, ce n'est pas tiré simplement de manuels de sémiologie ésotérique, c'est tiré d'études de grande envergure sur des services d'urgence où ils ont analysé les sémiologies et ils ont regardé quelles étaient la probabilité je dirais, test, si on fait des tests par la suite, donc de syndrome coronarien aigu. Et donc, dernier élément, la douleur identique à celle d'un infarctus précédent. Généralement, souvenez-vous qu'un coronarien, il souffre quasiment toujours de la même manière. Quand il a une douleur rétrosternale, il aura dans le futur des douleurs rétrosternales. S'il a eu des douleurs dans l'épaule et dans le bras, il y a des chances d'avoir les mêmes douleurs lorsqu'il va récidiver sur syndrome coronarien aigu. Les arguments en faveur d'une faible probabilité de syndrome coronarien aigu, ils sont là. C'est quand il y a des variations, comme je l'ai dit, positionnelles, donc ça c'est très, très peu en faveur. Des douleurs donc, de type pleural, variables à l'inspiration. Des douleurs punctiformes sous-mammaires, qui sont extrêmement fréquentes. Et donc là c'est vraiment très banal. Et surtout des douleurs qu'on reproduit, bien entendu, à la palpation. Et enfin, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, parce que c'est une diapositive déjà ancienne, elle a plus de 20 ans. Les anglo-saxons sont des gens assez futés. Moi, j'aime bien leur bon sens pratique. Et donc, il y avait eu un article dans le British Medical Journal en 1995 qui disait la chose suivante. Si le patient utilise un de ces gestes, la probabilité qu'elle soit d'origine cardiaque est de 77%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et en fait, vous voyez que le patient, il décrit la douleur, donc la douleur de manière extrêmement suggestive, une douleur donc oppressante, sans qu'on ait besoin. Et donc, si vous lui demandez d'écrire quelle sensation, souvent le patient, il prend sa main, il appuie sur la poitrine. Et donc ça, c'est des arguments très suggestifs donc d'origine cardiaque. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un syndrome coronarien aigu. Alors les caractéristiques de la douleur, il faut se souvenir qu'on est souvent piégé. Comme je dis, les meilleurs des cardiologues, ils se font piéger. Le siège, je vous l'ai dit, est très peu discriminant. Les irradiations sont totalement inconstantes. Je vous ai attiré l'attention sur les douleurs des mâchoires et du dos. Il y a très peu de gens qui peuvent avoir des douleurs dans les dents quand ils ont un dentier. Et souvent les personnes âgées, ils vous disent « j'ai mal dans la poitrine et j'ai mal dans les dents ». Alors qu'ils ont un dentier haut et bas. C'est quand même louche. Donc l'intensité de la douleur n'est absolument pas corrélée avec la gravité. On peut avoir un énorme infarctus avec une toute petite douleur épigastrique. On peut avoir une violente douleur médiothoracique avec un infarctus minuscule. Donc il n'y a pas de relation entre l'intensité de la sémiologie et la gravité de la situation. Et ça, c'est une notion qui est très importante pour les patients, parce que souvent les patients n'appellent pas parce qu'ils disent « oh, bon, c'est une petite douleur, ça va passer ». En fait, ils ont un infarctus antérieur étendu gigantesque, et quand on les voit 24 heures après, il n'y a plus que les yeux pour pleurer.
Et donc, je vous ai bien dit, si les patients ont déjà de l'angor d'effort, c'est important. Et alors, les deux notions que vous devez retenir après pour aller dans votre évolution de réflexion, c'est que les deux éléments les plus importants à demander aux patients, c'est la durée de la douleur. Parce que quand un patient souffre depuis plus d'une demi-heure, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Et le contexte clinique, et ce contexte clinique, c'est en fait la probabilité pré-test d'être coronarien. Alors, je vais aller un petit peu au-delà. Il y a les Anglais, encore une fois, qui ont publié donc, dans leurs recommandations il y a quelques années, NICE Recommendation. Ils ont publié une sorte de grille qui est la même que vous retrouverez dans le parcours de soins du coronarien, qui est la probabilité d'être coronarien en fonction d'une douleur thoracique. Et vous voyez qu'en fonction de l'âge et en fonction du caractère typique de l'angine de poitrine, atypique ou vraiment très peu probable, la probabilité donc pré-test, pré-examen, c'est-à-dire pré-ECG, pré-troponine, pré-tout ce que vous voulez, eh bien elle varie. C'est-à-dire qu'un patient de 65 ans qui a une douleur thoracique typique, vous voyez qu'il a 93% de chances d'être coronarien, a priori. Donc ça influence beaucoup votre cerveau, et donc cette approche probabiliste, elle est de plus en plus employée en médecine d'urgence et en médecine donc, tout court, pour vraiment aller un petit peu plus loin. Et on calcule comme ça des probabilités a priori de maladie coronaire. Et vous avez ici donc un schéma très clairement explicatif sur ce que je voulais vous expliquer. Un patient qui a un syndrome métabolique, qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, et qui a déjà fait un infarctus avec un stent, s'il a une douleur dans la poitrine, qui est un petit peu, même si elle est atypique, vous voyez que si c'est un homme, il a 71% quand même de chances d'avoir une maladie coronarienne, donc vous n'allez pas le regarder de la même manière. Alors il y a des gens, effectivement, qui disent il faut faire un électrocardiogramme. Alors je sais que l'électrocardiographie n'est plus quasiment enseignée ou elle est mal enseignée, et elle n'est plus du tout d'actualité dans la médecine générale parce que l'acte n'est pas coté. On m'a expliqué ça un jour, comme c'est pas coté. Il est coté ? Ah, il est coté, bon, tout va bien. Alors pourquoi ne le faites-vous pas ? Parce que ça rapporte beaucoup de renseignements. Vous voyez que ce patient, il a 70 ans, il est diabétique, et il a fait une douleur prolongée. Il a un électrocardiogramme qui est pathologique. Vous voyez qu'il y a des ondes T négatives. Bon, on va pas passer sur l'explication de texte. Mais déjà, vous avez vu qu'il a 70 ans et il est diabétique. C'est déjà un patient à haut risque cardiovasculaire. Donc déjà, la probabilité, si le patient a fait une douleur très prolongée, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Donc vous le regardez d'une manière extrêmement différente. Mais si vous avez un ECG en plus, eh bien, vous êtes très content. Méfiez-vous de la sémiologie sur l'ECG, pour ceux qui font de l'ECG à l'occasion des douleurs thoraciques, de cette sémiologie-là que sont les ondes T. Dans les modifications de la polarisation de l'ECG, on tient compte, vous savez, du sous-décalage, sus-décalage, mais il y a un signe que j'adore et que j'enseigne régulièrement à la faculté, s'il y a des anciens étudiants qui sont dans la salle, ils s'en souviennent, c'est ce que j'appelle le syndrome des ondes T en érection, pour que les gens s'en souviennent. Et vous voyez que ce patient qui avait une douleur thoracique à l'entrée, il n'est pas vraiment de sus-décalage franc, et à part peut-être un petit peu ici, mais les ondes T gigantesques. Eh bien, ces ondes T sont des ondes T d'ischémie sous-endocardique. Vous voyez que quelques minutes après, il a plus mal. L'électrode contrôle à 30 minutes ne manque plus de douleur. Donc, il faut savoir répéter les ECG si vous en avez le temps, si vous êtes surtout dans un service, par exemple, d'urgence à l'occasion d'une garde. Donc, c'est ne pas oublier. Après, il y a aussi l'épidémiologie. Il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve. Si on regarde la probabilité de maladie coronarienne dans des unités de douleur de chest pain unit, de douleur thoracique en Angleterre, ça a été fait sur la ville de Newcastle ou dans des études multicentriques. La probabilité de maladie coronaire, eh bien, lorsqu'elle est de plus de 90%, avec une angine de poitrine typique, vous voyez que c'est très peu fréquent. Les vrais coronariens, ils ne sont pas dans les unités d'urgence, ils vont généralement directement dans des unités spécialisées de cardiologique parce qu'ils sont envoyés là-dedans. Mais quand vous avez une probabilité faible, donc de 10% ou de 10 à 9%, il faut regarder le pourcentage, en gros, ça fait un tiers à un quart, enfin 40% à peu près des gens. Donc finalement, la majorité de ces patients sont dans les probabilités faibles ou intermédiaires de maladie coronarienne. Donc, ce n'est pas forcément, je dirais, ça ne nous avance pas beaucoup dans le diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer en matière de douleur thoracique, surtout si elle est prolongée? Alors, je vous rappelle cette plaque que vous avez tous reçue il y a maintenant près de 4 ans, mais qui apparemment n'a pas encore été entendue, puisqu'on voit arriver des patients pour lesquels vous dosez les troponines. On vous demande, quand vous avez un syndrome coronarien aigu évolutif, quand vous avez une douleur thoracique qui dure ou qui a duré, comme je dis, si le patient a souffert d'une douleur évocatrice avec une probabilité clinique forte de maladie coronarienne, il ne faut pas faire de troponine. Pourtant, c'est ce qui est préconisé par l'HAS. Bon. Et il faut donc avertir
Donc, éventuellement, si le patient continue à souffrir, c'est le SAMU centre 15, ça vous le savez, mais ce n'est pas la biologie. Donc, s'il y a une quasi-certitude clinique, on va directement dans les structures hospitalières. Sinon, quand on a une incertitude clinique, mais le patient il continue à souffrir, il faut essayer de s'aider de la régulation SAMU centre 15 pour essayer de savoir ce que l'on fait. Et c'est à l'issue de cette discussion avec d'autres confrères, le médecin, éventuellement le cardiologue, parce que le SAMU va nous appeler également pour qu'on puisse... Mais en la majorité des cas, on n'a pas besoin de troponine pour faire un diagnostic de syndrome coronarien aigu. C'est une perte de temps, c'est quelquefois une perte de chance, et je pense qu'il faut vraiment limiter au maximum. Et donc, pour nous résumer, devant une douleur thoracique en fait, que vous avez à prendre en charge, soit elle continue à exister, le patient est en douleur, l'élément important, c'est le CG. Je ne devrais pas vous le dire, mais un électrocardiogramme normal peut être un syndrome coronarien aigu, parce qu'il est qualifié de pseudo-normal. Mais ça rentre dans les raretés. La plupart du temps, on a un patient qui souffre toujours et qui a des modifications électriques. Et nous, ce que l'on fait dans notre pratique, parce qu'on est équipé dans ce centre, on va vers l'imagerie de l'ischémie et on fait soit une échocardiographie, c'est le plus simple, soit une IRM, on commence à faire des IRM en urgence, et ça va devenir, à mon avis, dans quelques années, le gold standard comme pour les accidents vasculaires cérébraux. Exceptionnellement, on peut être conduit à faire une coronarographie si la probabilité pré-test, donc la probabilité de maladie coronarienne est importante. Mais le CG, c'est vraiment l'élément clé de la douleur persistante. En revanche, si le patient n'a pas eu de douleur, il y a deux situations. N'a plus de douleur, pardon, il y a deux situations. Soit la douleur était brève. À ce moment-là, on est très embêté, parce que c'est une suspicion de syndrome coronarien aigu. Et là, on va rentrer dans la problématique, est-ce que probabilité clinique de maladie coronarienne, et on va voir si on le dirige soit vers un service de cardiologie, soit on le garde à la maison avec un traitement. C'est un petit peu compliqué. Par contre, si la douleur a été prolongée, ça, c'est le danger, parce que le risque, c'est que vraiment, ça soit un syndrome coronarien aigu. Et donc là, ce qui va nous aider, c'est les marqueurs de nécrose, des troponines. Il faut savoir qu'actuellement, les troponines ultrasensibles, elles permettent quasiment d'éliminer l'infarctus du myocarde. Elles ont un seuil de sensibilité extrêmement important. On fait généralement 2 mesures à 2 heures d'intervalle et on arrive donc comme ça à éliminer l'infarctus. Et 2 troponines ultrasensibles à 2 heures d'intervalle, ça permet souvent de faire repartir le patient d'un service de médecine, d'un service d'urgence. Que faire si on a donc une douleur qui n'est pas récente? Eh bien, c'est ce que vous propose l'HAS en 2010. Donc, c'est le patient qui est asymptomatique, qui consulte parce qu'il a une douleur. Et à ce moment-là, on suspecte le SCR non compliqué. Si on fait un ECG, et qu'éventuellement il n'est pas contributif, on vous demande donc soit de faire hospitaliser le patient, soit de poursuivre l'exploration en ambulatoire avec la fameuse troponine. Moi, ce système me paraît complètement nul. Je pense qu'il est clair que si vous avez une forte suspicion de maladie coronarienne, il vaut mieux diriger le patient vers des centres hospitaliers où ils ont l'habitude de gérer la douleur thoracique. Et actuellement, que ce soit sur nous au CHU, à l'hôpital Saint-André, ou pour nous à Haut-l'Évêque, on a la capacité de voir des patients qui ont eu des douleurs thoraciques, je répète, des douleurs thoraciques prolongées, suggérant donc un syndrome coronarien aigu. Pourquoi je suis un peu anti-troponine? Parce qu'il y a des situations diverses et variées, vous les avez ici sous les yeux, je ne vais pas les détailler, qui sont associées à une élévation de troponine. Donc la troponine n'est pas un marqueur complètement spécifique d'une atteinte cardiaque ischémique. Ça peut se voir à état basal, les insuffisants rénaux chroniques peuvent avoir des troponines à état basal élevé. Ça peut se voir à l'occasion d'une poussée hypertensive brève ou d'une accès de fibrillation auriculaire. Ça peut se voir dans des myocardites, c'est le gros problème. Actuellement, 20% des syndromes coronariens aigus, en gros, en France, sont des myocardites. Surtout dans les épisodes viraux qu'on a eu récemment, on en a eu une épidémie de myocardite, et c'est très fréquent, et les troponines sont élevées. Ça peut se voir dans toutes ces pathologies, le syndrome Takotsubo, les toxicités médicamenteuses, les rhabdomyolyses. Donc on est quand même très embêté pour interpréter souvent ces bilans. Deuxième volet donc, du douleur thoracique, syndrome coronarien aigu. Là encore, on vous donne dans les recommandations 2014 un score de probabilité qui est basé en fait sur le risque potentiel qu'a le patient dans une dissection aortique qui repose sur ses antécédents, dissection aortique dans la famille, maladie de Marfan ou équivalent, patient qui a déjà qui a une valvulopathie aortique, en particulier le rétrécissement aortique. Et ça, c'est une notion qui n'est pas très connue, c'est les patients qui ont déjà été opérés. Il faut savoir qu'un patient, par exemple, qui a été ponté, qui a une chirurgie cardiaque, il a plus de chances de faire une dissection aortique qu'un autre patient. Donc, un patient qui a eu également une coronarographie, parce que généralement, le coronarographiste fait attention, mais il y a des moments où on rentre la sonde ou le guide un petit peu dans l'aorte et ça peut provoquer une dissection 4 ou 5 jours après. Donc on a des exemples comme ça. Donc c'est des
des hauts risques de potentiel. Le risque de syndrome aortique aigu est important lorsque sémiologiquement la douleur, et c'est une notion très importante, elle est brutale. Contrairement au syndrome coronarien aigu où très souvent elle est rapidement progressive, mais ce n'est pas un déclenchement brutal. D'ailleurs, les patients le comparent toujours à un petit peu le syndrome de la fermeture éclair, c'est-à-dire une violente douleur dans la poitrine qui migre en arrière et ils ont une sensation de fermeture éclair qui descend. C'est une douleur qui est souvent très intense ou déchirante, mais surtout j'attire votre attention sur la brutalité donc d'une douleur qui soit thoracique ou dorsale et éventuellement abdominale, signification de type. Et puis, à l'examen clinique, il y a des arguments, mais qui ne sont pas non plus ni sensibles ni spécifiques. L'élément le plus important, à mon avis, c'est le fait que le patient ait un déficit de perfusion régionale, il lui manque un pouls. La symétrie tensionnelle, ce n'est pas totalement spécifique, parce que ça peut se voir chez les patients qui ont une sténose sous-clavière, et bien entendu, s'il y a un déficit neurologique. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces trois éléments, de ces trois strates d'arguments qui va vous orienter vers, en faveur de syndrome coronarien aigu. Il est clair que je ne donnerai pas la prise en charge qui est claire. Il faut appeler évidemment la régulation centre 15 et diriger le patient non pas vers une imagerie, ça ne sert à rien de l'amener à un scanner, parce que ce qui va sauver un patient qui a une suspicion de dissection aortique, c'est de l'amener dans un bloc opératoire. Donc il faut le diriger impérativement vers un centre capable de l'opérer. Et dans les centres capables d'opérer une dissection aortique, il y a généralement une imagerie, il y a un scanner. Enfin, nous on ne l'a pas depuis longtemps, mais on l'a. Alors, je vous lirai cette plaque, je ne vais pas la détailler, c'est les présentations et les complications. Vous voyez que de la dissection de type A, c'est 85% des cas, c'est une douleur brutale. 85%. Donc, il n'y a que 15% des cas où ce n'est pas une douleur brutale. Migratrice, c'est moins de 15%, donc tout ce qu'on vous dit migratrice, ce n'est pas si fréquent. Ça, c'est une enquête qui avait été faite au niveau international, parce qu'il y a un registre international de dissection aortique où il y a plus de 12 000 patients. Dernier point, parce que je pense que je suis en train de perdre du temps, l'embolie pulmonaire, donc prise en charge, la stratégie, elle est toujours identique. Ça, c'est l'algorithme européen qui a été récemment revisité. Quand il y a un tableau de choc, là, ça vous concerne plus directement, c'est pareil, c'est le SAMU centre 15. Et les recommandations nous disent que si on a un scanner disponible immédiatement, et généralement quand ils sont en état de choc ou pas bien, ils vont dans un centre d'urgence équipé d'un scanner, il faut aller au scanner directement. On ne fait plus de dédimère, on ne fait plus d'échographie, on ne fait plus rien du tout, on va au scanner, on va directement à l'examen qui va nous donner la clé. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, si ce scanner est anormal, on va aller vers une fibrinolyse dans ce cas-là. Si on n'a pas le scanner, ce qui est quand même, quand on est en province, on va dire, on peut passer par la case échographie, et si l'échographie montre qu'il y a une dilatation du ventricule droit, alors on va après aller au scanner. Mais globalement, ça c'est juste parce que les recommandations européennes doivent s'adapter à tous les pays, et tous les pays n'ont pas des structures aussi médicalisées que la France. Quand le patient n'a pas de choc, n'a pas d'hypotension, donc on commence par regarder quelle est sa probabilité clinique. Toujours pareil, une stratégie donc, de probabilité clinique de la maladie, de l'embolie pulmonaire en fonction du contexte, le cancer, tout ce que vous savez, l'alitement, la chirurgie. Et on va aller cette fois vers deux stratégies en fonction de la probabilité clinique. Si c'est une haute probabilité clinique, vous voyez que là encore le scanner est arrivé en ligne directe, on ne passe pas par la case des dimères. Et à ce moment-là, donc soit l'embolie est confirmée, on continue à la traiter, soit elle n'est pas confirmée, on va faire d'autres investigations. Si vraiment on a une faible probabilité clinique, à ce moment-là, on passe par la case des dimères, à condition qu'on puisse les exploiter, évidemment, parce que si c'est une chirurgie récente, ce n'est pas exploitable, ou un sujet à GLT. Et là, on va donc, en fonction de la positivité ou la négativité de cette élévation, je vous rappelle que normalement, ils sont inférieurs à 500, on va aller encore vers le scanner. Donc les recommandations 2014 ont mis l'accent sur vraiment la ligne directe vers le scanner pour l'embolie pulmonaire, pour une raison simple, c'est qu'on dispose actuellement d'une imagerie multicoupe, extrêmement fine, et on arrive maintenant à vraiment diagnostiquer des embolies sous-segmentaires de manière très efficace. La stratégie, elle est résumée sur cette thérapeutique, elle est résumée sur cette plaque. Donc toujours pareil, donc si on avait bien dit que s'il y a un choc, donc on va sur la reperfusion, parce qu'il y a un risque élevé de mortalité, donc c'est fibrinolyse. Par contre, si on a donc une embolie pulmonaire qui n'est pas au risque et qu'elle est confirmée par le scanner, bien, on va évaluer le risque clinique, on va faire une stratification du risque d'évolution vers la mortalité. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a actuellement des recommandations pour faire la prise en charge de l'embolie pulmonaire en ambulatoire. Vous savez que Marisol Touraine a dit qu'il faut faire de l'ambulatoire, mais même l'embolie pulmonaire, vous voyez, on commence à y penser. Mais, donc on a le droit de le faire que uniquement dans la classe
qu'on appelle PESI 0, je vais vous montrer ce que c'est que le score de PESI, qu'on appelle un risque faible, on peut l'envisager en ambulatoire, ou une hospitalisation brève, si vraiment il passe par la série d'urgence, il peut ressortir immédiatement après son scanner, mais c'est vraiment un risque faible. Si c'est des risques intermédiaires, avec des scores de PESI que je vais vous montrer, on évalue en fonction de l'écho, mais globalement, ces patients, ils restent hospitalisés, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux score de PESI? C'est un score qui a été développé il y a 4 ans sur une étude donc, qui voulait valider la stratégie thérapeutique anticoagulante ambulatoire. Vous voyez que c'est relativement simple, il y a des paramètres, le sexe masculin, le cancer, l'insuffisance cardiaque, le fait qu'il soit tachycarde, hypotendu, et on met des points. Alors, il y avait des scores très compliqués au départ. Et donc l'âge, on met un point si l'âge est supérieur à 80 ans. S'il a un cancer, on met un autre point. S'il a une maladie chronique, on met un autre point. S'il est tachycarde ou hypotendu, on met des points. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le score de PESI qui vous permet de faire de l'ambulatoire, c'était celui-là, c'est s'il est à 0. Donc ça s'adresse essentiellement, par exemple, à une femme jeune qui vient de faire une embolie pulmonaire et qui n'a pas les critères donc, de gravité clinique. Donc on peut traiter cette patiente par anticoagulant. En particulier maintenant, il y a des stratégies de traitement anticoagulants oraux qui peuvent être légitimes et qui sont assez sympathiques pour nos hôpitaux. Voilà, donc je terminerai sur cette conclusion pour dire que vous avez vu les stratégies de prise en charge de douleur thoracique. Je répète que c'est un exercice malheureusement difficile et qu'on peut se tromper, il ne faut pas avoir peur de se tromper en médecine. Et que généralement, donc en matière de coronaropathie, c'est l'ECG et les troponines qui font l'évaluation et ça classe surtout des patients en risque. Mais que malheureusement, comme je l'ai marqué, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Et vous avez quand même il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir, disons, des assurances quand on est face à un patient. Je vous remercie. Merci Pierre. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Devant un syndrome coronarien très probable, en attendant le SAMU, que conseillez-vous de donner aux patients? Alors, la réponse est probablement rien. L'HAS propose de donner de l'aspirine Péros. Pourquoi pas? Globalement, ça ne fait pas de mal. C'est pas dangereux, à part s'il est allergique à l'aspirine. Techniquement, il faut calmer la douleur. Je crois que c'est le seul message, parce que le patient, quand il vous appelle, c'est qu'il a mal à la poitrine. Il se contrefout de son diagnostic, il vous appelle parce qu'il a mal. Donc il faut calmer la douleur. Et le message aussi que vous connaissez tous, c'est rester à côté du patient. Parce que le problème des syndromes coronariens aigus, c'est que certains se compliquent de troubles du rythme ventriculaire grave, avec arrêt cardiaque. Et si vous partez parce que vous avez une consultation et que vous laissez le patient en disant « Vous inquiétez pas, le SAMU arrive », ça ne va pas le faire. Non, pas de dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, normalement... Enfin, moi, je suis anti-dérivés nitrés dans les douleurs thoraciques de base, parce que si c'est un patient qui souffre depuis plus d'un quart d'heure, une demi-heure, il y a peu de probabilité que ce soit un spasme coronaire. Le spasme coronaire n'est jamais prolongé, ça dure au maximum 5 à 10 minutes. Donc le natrispray, la douleur thoracique, les dérivés nitrés d'action rapide, c'est bon pour l'angine de poitrine d'effort, c'est bon à titre diagnostic précocement par le patient, mais si vous arrivez, à moins que vous soyez à 3 minutes du patient, vous arriverez mécaniquement avec un patient qui a probablement une artère bouchée. Et ce qui pose problème, c'est que, je ne devrais pas vous le dire, mais la trinitrine d'action rapide peut diminuer la douleur. Et donc ça leurre un peu le médecin qui dit « Ah, j'ai fait un spray de trinitrine, il a moins mal, donc ce n'est pas un infarctus ». Donc par des mécanismes que je peux épiloguer si vous voulez plus tard. Mais globalement, donc, moi je ne recommande pas les dérivés nitrés pour une raison simple, c'est que c'est très hypotenseur. Si vous avez un infarctus inférieur, vous pouvez le mettre au tapis, il peut passer à 8 de tension, et donc ce n'est pas forcément un bon plan. Et puis si ce n'est pas une douleur thoracique coronarienne, ça ne sert strictement à rien. Donc ça peut être utile pour des patients qui sont hyper tendus, parce qu'en même temps ça fait baisser leur pression artérielle, mais ça n'a pas de sens à mon avis. Le test à la trinitrine ne devrait plus être enseigné en faculté de médecine. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps, c'est aller vite à l'électro si vous en avez un, et aller vite vers l'effecteur qui sera souvent le SMUR si vous l'appelez un SMUR. Et surtout pas envoyer le malade au laboratoire pour doser la troponine. C'est comme dans l'embolie pulmonaire, commencez pas à envoyer le malade au laboratoire pour doser des dimères et puis pour qu'il revienne après pour une récidive d'embolie pulmonaire en choc. Pas d'autres questions? Pas de questions? Allez, merci Pierre. Donc on va terminer par la dernière intervention. Hélène Verdoux qui va nous parler des urgences psychiatriques ou en psychiatrie. Voilà.
Bonjour, donc je suis Hélène Verdoux, je suis professeure de psychiatrie et on va, pour changer un peu, commencer par un cas clinique pour parler des urgences psychiatriques. Je me suis posé un peu la même question, qu'est-ce que je vais leur dire? Et je me suis dit finalement il y a peut-être deux choses qui les intéressent, c'est comment faire admettre un patient à l'hôpital psychiatrique et deux, quel traitement psychotrope donner en urgence. Donc je vais vous traiter ça et après s'il y a des questions sur d'autres points techniques, on peut tout à fait bien sûr les aborder. Alors donc, la situation d'une dame âgée de 56 ans, que vous trouvez que le mari vient de trouver alors qu'elle faisait une tentative de pendaison, donc heureusement qu'il était rentré plus tôt de son travail ce jour-là. C'est une dame que vous connaissez bien, vous lui avez prescrit un traitement antidépresseur il y a une semaine, vous n'aviez pas jugé bon de l'hospitaliser parce que, bon, il y avait un tableau franc de dépression mais sans idée suicidaire, vous saviez qu'elle était entourée, qu'elle était en famille. Et là, donc, le traitement antidépresseur, comme vous le savez, n'a pas encore eu le temps d'agir, puisqu'on n'est qu'à une semaine de traitement, qu'il faut au moins 2 à 3 semaines. Et là, elle exprime franchement des idées de culpabilité, des idées quasiment délirantes de ruine. Et surtout, elle ne veut pas être hospitalisée, parce qu'elle pense qu'en fait, elle va prendre la place de quelqu'un d'autre qui a plus besoin de soins qu'elle. Donc, vous êtes assez convaincu, et vous avez raison, face à un tableau aussi grave que celui-là, avec vraiment une intentionnalité suicidaire forte. L'intentionnalité suicidaire, vous savez, c'est toujours très difficile à évaluer, mais à partir du moment où quelqu'un commence à utiliser un moyen que l'on qualifie, nous, de violent pour faire une tentative de suicide, c'est-à-dire pendaison, arme à feu, défenestration, noyade, précipitation, etc., la question de l'intentionnalité ne se pose pas, finalement. On va considérer a priori que l'intentionnalité est très forte. C'est toujours plus compliqué quand il s'agit de prise de médicaments, mais où l'intentionnalité peut être très forte et les gens prennent un Lexomil parce qu'ils ne connaissent pas les effets de ces médicaments. Mais enfin, donc face à une tentative de pendaison, avec un tableau que l'on qualifie avant de mélancolique, que l'on qualifierait actuellement d'état dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques, parce que là, effectivement, la culpabilité prend une dimension quasiment délirante, on va décider d'hospitaliser cette patiente. Et là, les problèmes commencent à se poser. Bien sûr. Alors, ça va être plus ou moins simple en fonction de l'entourage familial et en fonction de la patiente, parce que certains patients, bien sûr, vous avez réussi à les convaincre, même s'ils ne sont pas d'accord initialement. Et puis, il y a tous ces patients qui ne veulent vraiment pas être hospitalisés. Et là, comme vous le savez, la psychiatrie est une spécialité médicale comme les autres, presque, puisque finalement, c'est la seule spécialité pour laquelle une proportion de patients peuvent être hospitalisés sans consentement, parce qu'on juge que leur état psychiatrique ne leur permet pas de consentir aux soins. Donc le législateur, dans tous les pays du monde, a prévu ce cas de figure, presque tous les pays du monde, où on peut imposer des soins, une hospitalisation à un patient. Alors donc ça représente en France 15% des personnes qui sont hospitalisées sous ces modes-là. Je voulais quand même refaire un focus sur cette loi, parce que comme vous le savez, elle a changé à 4 ans, et que c'est quand même important d'avoir en tête un certain nombre de points qui peuvent avoir un réel impact sur les pratiques cliniques. Donc la loi n'a pas beaucoup changé sur le fond, à part certains points. Donc la loi, vous le savez, a changé il y a 3 ans et demi, en fait, 4 ans bientôt. Elle a rechangé encore il y a maintenant un an et demi. Donc, on n'est plus sur les hospitalisations à la demande d'un tiers, on est sur les admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et péril imminent. Je vais vous reparler ultérieurement de la notion de péril imminent. Donc, qu'est-ce que cette loi concerne, cette mesure en fait concerne finalement à peu près les mêmes situations que la loi ancienne sur les hospitalisations à la demande d'un tiers. Donc il faut que la personne soit majeure. Si la personne est mineure, on peut l'hospitaliser, bien sûr, avec l'avis des parents, qu'elle présente un trouble psychiatrique, que ce trouble psychiatrique rende impossible son consentement et nécessite, c'est la formule classique en clair, des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, etc. Donc ça se retraduit en langage de tous les jours, une dangerosité pour elle-même. Alors, donc, une fois qu'on a vérifié que ces critères sont remplis, quelles sont les modalités possibles et quelle est la mise en œuvre possible de cette loi? Donc, il y a la cas de figure que vous connaissez déjà, parce qu'en fait, c'est la loi qui existe depuis 1838, remaniée en 90, et donc qui a été un peu liftée en 2011.
Et donc, en fait, c'est le tiers, donc la demande faite par un tiers, en sachant que le tiers peut être n'importe qui prend intérêt pour le patient à la seule condition qu'il le connaisse. La seule chose qui est exigée par le législateur, c'est que le tiers n'a pas besoin d'avoir une parenté, ça peut être le voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut être l'assistante sociale, mais il faut que la personne puisse faire état de connaissances antérieures avec le patient. Ça ne peut pas être la cadre du service de réa, comme ça s'est fait pendant longtemps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la nouvelle mouture de la loi, le tiers va être forcément connu par le patient. C'est-à-dire, avant, il y avait une clause qui permettait dans certaines situations, de pas forcément révéler l'identité du tiers au patient. Maintenant, comme on va le voir ultérieurement, donc dans la diapositive suivante, il y a là toute la... que je vérifie que je vous ai bien mis, oui. Il y a une procédure de passage devant un juge où, par définition, quand on passe devant un juge, toute personne passant devant un juge a le droit d'avoir les mêmes documents que le juge. Donc la personne qui passe devant le juge peut savoir qui est le tiers. C'est important à prendre en compte, effectivement, pour ne pas choisir un tiers qui peut potentiellement des relations conflictuelles quand c'est des conjoints en phase de séparation ou quelqu'un qui est qui est considéré comme un persécuteur désigné par le patient, etc. Ensuite, donc, il faut, dans la nouvelle loi comme dans l'ancienne, 2 certificats médicaux inférieurs à 15 jours. Donc c'est là où vous intervenez, puisque vous êtes le médecin extérieur susceptible de rédiger ce certificat. Donc pour mémoire, dans ce certificat, en fait, on ne vous demande pas de diagnostic, on vous demande un descriptif clinique de la situation avec des arguments sémiologiques qui étayent la nécessité de soins sans consentement, donc par rapport aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Bon, donc ça, pas grand-chose de nouveau pour vous. Un point peut-être que vous ne connaissez pas parce que c'est vraiment une nouveauté de la loi mais qui n'est pas forcément diffusée encore de manière très importante, c'est qu'actuellement il est possible de faire un tiers sans tiers. Donc c'est ce qu'on appelle la procédure dite de péril imminent. Alors on a tous été confrontés à des situations en fait de patients qui avaient une réelle dangerosité pour eux-mêmes avec un haut risque suicidaire mais pour lequel il n'y a pas de tiers, où personne ne veut signer. Et donc, ça a entraîné des tas de complications médico-légales, dans le sens que théoriquement, ces gens ne relevaient pas de ce qu'on appelait avant les HO, les hospitalisations d'office, ou ce qu'on appelle maintenant les ASPDRE, les admissions en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État. Et on était un petit peu coincés parce qu'il était évident qu'on ne pouvait pas laisser ces patients seuls, sans traitement et sans hospitalisation. Donc, heureusement, le législateur a prévu ce cas de figure maintenant et prévoit la possibilité de faire un péril imminent. Donc, au sens strict du terme, la situation, on peut faire une hospitalisation sans consentement sous le mode du péril imminent. C'est quand le patient remplit les critères que je vous ai donnés précédemment et en plus qu'il y a vraiment une dangerosité imminente. C'est-à-dire on peut attester d'une dangerosité imminente. Alors pour faire simple, ça correspond aux patients qui ont un risque suicidaire majeur à court terme. Cette dame, par exemple, il n'y aurait pas de mari, elle pourrait tout à fait rentrer dans la case péril imminent. Et dans ces cas-là, la nuance par rapport au cas précédent où il peut y avoir une situation d'urgence où on peut faire le certificat par un médecin d'établissement, dans ce cas-là, il faut que le certificat, donc c'est obligatoirement vous dans ces cas-là, les médecins traitants qui sont sollicités pour faire les certificats, parce que ça ne peut pas être fait par un médecin de l'établissement. Après, il y a une obligation d'informer la famille, la personne de confiance, le tuteur, le curateur. Donc, bon, c'est autant l'écrire. Ce n'était pas écrit jusqu'à présent, donc c'est une bonne chose de l'écrire. C'est-à-dire, même si on ne trouve pas de tiers, il faut quand même tenter d'informer les proches. Donc ça, je vais passer rapidement, puisqu'a priori, vous avez déjà réussi à faire admettre le patient à l'hôpital. Mais quand même que vous soyez informés, donc ce qui se passe après la mesure d'hospitalisation que vous avez initiée et qui s'est traduit par une admission du patient à l'hôpital psychiatrique, parce que forcément, pour ce type d'admission, c'est l'hôpital psychiatrique, il ne peut pas y avoir d'hospitalisation ailleurs. Donc les nouveautés de la loi, et ça c'est quand même très rassurant, c'est qu'il y a une obligation légale à ce que tout patient hospitalisé sous ces mesures de soins sans consentement, c'est-à-dire de privation de liberté pour soins psychiatriques, il y a un examen somatique dans les 24 heures. Donc c'est bien de l'avoir écrit parce que ça veut dire qu'on va s'assurer que ces patients ne sont pas hospitalisés à l'hôpital psychiatrique alors qu'ils font une méningoencéphalite herpétique ou une intoxication dont nous a parlé tout à l'heure Madame Pilet. Donc il faut s'assurer, bien évidemment, que les symptômes psychiatriques ne sont pas imputables à une pathologie organique. Donc, n'importe quel médecin peut faire cet examen, tel que c'est organisé au service d'urgence à Charles Perrins. Nous avons des médecins généralistes donc, qui travaillent dans l'établissement et qui assurent ces examens somatiques au moins les jours de semaine.
Bon, recueil de l'avis du patient, etc. Les rythmicités des certificats des psychiatres, peu importe pour vous, puisque ça ne change pas grand-chose. Juste quand il faut que vous sachiez, parce que c'est important, vos patients que vous avez pu faire admettre sous ce mode-là peuvent vous en parler. La nouveauté dans la loi, c'est qu'il y a eu une judiciarisation du processus. La France était un des seuls pays au monde, finalement, ou presque, où la décision de privation de liberté pour soins psychiatriques ne reposait que sur un jugement médical. Et donc le législateur a introduit dans le processus le spécialiste des privations de liberté, qui est le juge de la liberté et de la détention. Donc tous les patients qui sont hospitalisés sous ce mode d'hospitalisation bénéficient, parce que je pense qu'il faut le dire dans ces termes-là, bénéficient d'une audience par le juge de la liberté et de la détention à 12 jours, puis de manière extrêmement exceptionnelle à 6 mois. Donc comment ça se passe? Le juge, en fait, on a ouvert un tribunal à Charles-Perrins, par exemple, et le juge vient 2 fois par semaine et auditionne tous les patients. Donc il y a un avocat qui est présent de manière obligatoire maintenant depuis 2013. C'est pour ça que je vous dis que les patients ont le droit à toutes les mêmes pièces, puisque c'est forcément l'avocat a le droit d'avoir accès aux mêmes pièces que le juge. C'est une base de la législation française. Et donc c'est bon. Ce qui est très important, alors que ce qui est un peu désagréable pour nous, médecins, c'est que le juge peut décider qu'on n'a pas de raison de priver de liberté quelqu'un pour le soigner, il peut décider de faire sortir les gens. Bon, on est toujours très agacés, mais c'est bien parce que, finalement, qu'il y ait cette intervention du juge pour vérifier que les droits des patients soient respectés. Donc, et juste au bout de 72 heures, il y a possibilité de soins sans consentement ambulatoire. Alors, je sais que je n'ai pas répondu à votre question et je n'ai pas évoqué ce point-là. C'est une fois qu'on a fait le certificat et qu'on a la lettre du proche, techniquement, comment on amène le patient à l'hôpital. Donc si je n'ai pas abordé ce point-là, qui est, je sais, le plus problématique dans votre pratique, c'est que je n'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. Nous, on n'a pas le droit d'aller chercher. Et après, c'est toujours pareil, les pompiers, les ambulances, selon le degré de gravité, je ne pense pas que le SAMU se déplace sur ce genre de situation, la voiture du proche... Voilà, donc je sais que c'est actuellement insoluble, donc vraiment en termes d'organisation des soins en psychiatrie, vraiment ce qui va être priorisé, c'est le développement, ce qui doit être priorisé, ce qui devrait être priorisé à Bordeaux, en tout cas sur la CUP, c'est le développement d'une équipe mobile psychiatrique qui permet de se déplacer au domicile et de soutenir quand même les professionnels, les collègues qui sont en ville sur ce genre de situation. Donc, premier point. Deuxième point, chez ces personnes qui présentent un état psychiatrique aigu, alors là, on va être un peu plus large, ça peut être la crise suicidaire, ça peut être l'agitation, etc. Quel type de traitement, en fait, on peut être autorisé à donner? Alors, je vous ai récapitulé dans ce tableau tous les traitements psychotropes qui ont une AMM dans l'état d'agitation. Alors, il n'y a pas là, on va commencer par les antipsychotiques, donc, après je vous parlerai brièvement des anxiolytiques. Donc, je vous les ai tous mis, je vous en ai surligné en gras certains qui me semblent, au moins dans le premier tableau, plus intéressants pour vous. Donc, il y a le tertian et le Loxapac, qui sont donc des antipsychotiques de première génération, qui sont des antipsychotiques essentiellement sédatifs, qui ont l'avantage d'exister sous forme injectable. Alors vous connaissez les contre-indications à ces traitements, c'est-à-dire qu'en théoriquement, je parle sous couvert de mon collègue M. Coste, on ne peut pas administrer ce type de traitement sans avoir fait un ECG préalable. Bon, voilà. C'est une reco de la HAS, mais que j'enseigne à tous les étudiants. Voilà. Bon, vous voyez, vous avez une idée du terrain, effectivement, et de la faisabilité de ce genre de choses sur le terrain. Non, quand même, quelques précautions. Donc le risque, évidemment, c'est l'allongement du QT. Enfin, c'est les patients qui ont un QT long, et c'est le risque, effectivement, de troubles du rythme. Sachez que le Loxapac induit quand même beaucoup moins, allonge beaucoup moins le QT que les autres. C'est quand même assez utile à savoir. Donc la dose de base chez un adulte en bonne santé, ça peut être effectivement 50 mg en IM. Chez une personne âgée, vous allez y aller beaucoup plus doucement, éviter peut-être les intramusculaires de toute manière. Bon, je vous ai mis pour mémoire les antipsychotiques de seconde génération, ce qu'on appelle les nouveaux antipsychotiques.
qui ont la MM dans l'urgence, qui existent en forme injectable, mais qui, à mon sens, doivent être plutôt réservés à la prescription en psychiatrie et pas en première ligne pour vous sur des patients en médecine générale. Sachez que ça existe, mais c'est pas... voilà. Ils allongent tous le QT. Voilà. Tous. Alors, ceux qui allongent le moins, c'est quand même le Loxapac et l'aripiprazole. Les autres, ils allongent beaucoup. Alors... les anxiolytiques, après, donc les anxiolytiques, essentiellement, on va parler des benzodiazépines, qui ont une AMM dans l'agitation. Là, on va trouver 2 molécules qui sont le Tranxène et le Valium, qui existent sous forme injectable. Je ne sais pas quelle est votre pratique par rapport à ça, mais le problème des benzodiazépines en injectable, c'est que ça ne marche pas très bien. Parce que en fait, le pic plasmatique est beaucoup plus tardif, paradoxalement, que Péros, parce qu'il y a une fixation protéinique assez importante sur les masses, au niveau musculaire. Et donc, finalement, le pic est beaucoup plus tardif que Péros. Donc, la benzodiazépine ANIM, finalement, c'est pas extrêmement utile, ça a plutôt un effet placebo probablement qu'un effet réellement anxiolytique sédatif. Et finalement, si vous prescrivez une benzo, le plus souvent, il vaut mieux le donner Péros. Donc là, vous pouvez donner... bon, du Valium qui est un médicament voilà, assez standard, 5 à 10 mg, en sachant quand même que la demi-vie est extrêmement longue, je vais y revenir tout à l'heure, ou plutôt le Seresta qui lui a une demi-vie quand même beaucoup plus courte. Vous connaissez aussi bien sûr les contre-indications qui sont quand même plutôt rares, mais chez quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, il faut quand même être extrêmement vigilant bien sûr avec ce type de traitement, plus les anecdotiques myasthénies. Donc, si on veut faire le comparatif sur les 3 classes finalement que je viens de vous évoquer, en termes de sédation, ce qui va être le plus efficace finalement en urgence, c'est les antipsychotiques de première génération, c'est-à-dire Tertian, Loxapac pour faire simple, ou les benzodiazépines. Donc le délai d'action que je vous disais tout à l'heure, ce qui va le plus vite, c'est le Tertian, enfin c'est les antipsychotiques de première génération. Et la demi-vie qui est vraiment à prendre en compte aussi. Donc on a des demi-vies courtes pour le Loxapac et le Tertian. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du Nosinant, la lévomépromazine, parce que la demi-vie est très longue et on peut faire une injection et après les gens dorment pendant 2 jours. Bon, parfois c'est assez intéressant, mais pas toujours. Voilà. Et donc, concernant les benzodiazépines, bien avoir en tête les demi-vies longues des traitements injectables, parce que là aussi, notamment chez les personnes âgées, ça peut être quand même très problématique en termes de syndrome confusionnel et autres. Bon, les symptômes au niveau des effets secondaires, ça aussi, vous les connaissez, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc, juste en fait, pour les traitements psychotropes, les recommandations, en fait, sont en urgence. Les recommandations sont simples. Les 2 mots-clés, c'est monothérapie et, tant que c'est possible, la voie orale. Donc là, je vous donne un exemple d'algorithme qui est celui qu'on utilise, par exemple, au service des urgences à Charles Perrins. Ou donc, si c'est un patient qui est déjà traité par psychotrope, le plus simple, c'est souvent quand même de reprendre un traitement dont on sait qu'il est efficace, ou d'augmenter la posologie, ou de éventuellement modifier la posologie. En revanche, la question qui va se poser, c'est chez un patient qui n'a pas d'antécédent connu de traitement psychotrope. En première intention, on recommande clairement l'utilisation des benzodiazépines, sauf les rares contre-indications. Parce que finalement, les benzodiazépines en urgence sont aussi efficaces que les neuroleptiques sédatifs pour traiter l'agitation et l'anxiété, à condition de donner des bonnes doses. Donc, on va être sur des états d'agitation importants, au moins sur du 50 mg de Seresta ou du 10 mg de Valium en première ligne, quitte à monter évidemment à 200 mg de Seresta si nécessaire dans la journée. Mais en général, vous avez déjà transféré le patient, ou 30 à 40 mg, voire plus de Valium. Donc c'est plutôt vous êtes plutôt concerné par ces cas de figure-là, de l'agitation légère à modérée. Après, effectivement, dans la grande crise classique, peut toujours, avec les patients qui refusent de prendre des traitements Péros, peut toujours se discuter, enfin, on est contraint plus exactement que c'est pas la question de la discussion, c'est plutôt la question de la contrainte à utiliser des traitements injectables. Et là, ce que on peut vous conseiller, effectivement, c'est d'utiliser plutôt des traitements par antipsychotiques de première génération, type Tertian ou Loxapac en première intention. Voilà, donc 2 focus, parce que je pense que ça va laisser peut-être un peu de temps pour la discussion. Il y a bien d'autres situations d'urgence psychiatrique.
Dans la pratique clinique, d'après mon expérience de discussion avec vos collègues, c'est quand même les deux points les plus compliqués à gérer par rapport à ces patients. Donc si vous avez des questions, merci. Bien, avez-vous des questions? Peut-être donner le micro à la dame. En attendant, est-ce qu'il y a des discussions sur ce problème de l'adressage des patients et les moyens? Parce que même nous, à l'hôpital, quand on veut transférer quelqu'un chez toi, enfin... Chez moi, non, moi je ne suis pas la chef de tout Perrin. Oui. C'est très compliqué. Personne ne veut nous aider à les transporter ou les amener. Ah non, mais le problème du transport, il n'y a qu'une situation où c'est facile, entre guillemets, c'est quand les patients sont en SPDRE, admission en soins psychiatriques à la demande des représentants de l'État, c'est-à-dire l'ancien HO, l'ancienne hospitalisation d'office, où là, nous avons 2 policiers, des infirmiers réquisitionnés, et tout roule, enfin, ou presque. Autrement, c'est du débrouillard, enfin, c'est au cas par cas. Je pense que tous les collègues ici dans la salle pourront témoigner. Parfois, il y a des ambulances privées qui acceptent, parfois les pompiers acceptent de se déplacer. Parfois le SAMU, parfois la famille réussit à mener le patient dans la voiture. Je veux dire, en psychiatrie, vous réfléchissez à ça? Il y a des textes qui sont en préparation? Il y a quelque chose c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas... oui, on réfléchit à ça. C'est-à-dire qu'on avait espéré, en fait, notamment les usagers avaient espéré qu'avec la réforme de la loi, on allait pouvoir revenir à ce qui existait, que j'ai connu avant 90, où on pouvait aller chercher les patients qui étaient à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous, en placement volontaire. On pouvait aller les chercher à l'hôpital chez eux et les amener à l'hôpital psychiatrique. Donc là, dans les 2 dernières moutures de la loi, on n'a pas la possibilité. Donc ce à quoi on réfléchit actuellement de manière active, qui existe dans certaines villes comme à Paris, ce sont les équipes mobiles. Il faut vraiment développer des équipes mobiles psychiatriques qui aillent au domicile des patients. Alors ça va, avant de couvrir tout le territoire, ça va être compliqué, mais il faut vraiment arriver à développer ça. C'est la seule solution. Oui, madame, vous voulez dire le Rivotril, c'est terminé? Alors, le Rivotril, comme vous le savez, nous sommes tous en deuil du Rivotril depuis 2 ans, puisque le Rivotril, en fait, a été la prescription actuellement réservée aux neurologues dans l'indication épilepsie. Donc, même nous avons largement utilisé le Rivotril, qui était une benzodiazépine extrêmement utile, notamment pour le fait de sa durée d'action son délai d'action extrêmement bref dans ces états d'agitation, mais nous n'avons plus le droit de le faire. Donc, comme plus personne, à part les neurologues, parce qu'il y a eu, en fait, on est en deuil, mais on comprend derrière le rationnel. Hein, il y a eu des détournements et c'était un produit qui a remplacé le Rohypnol comme produit utilisé à visée toxicomaniaque. Donc, il y a eu un détournement d'usage extrêmement fort du Rivotril et donc on comprend qu'il y a eu des restrictions de prescription. On ne peut plus utiliser de Rivotril. Pardon, le tertian en goutte, il agit assez vite aussi? Oui, le tertian en goutte peut être aussi une bonne alternative. Donc à ce moment-là, on va donner des posologies de l'ordre chez un adulte en bonne santé de 30 mg. Chez une personne âgée, on va plutôt on va éviter chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, le problème aussi, j'ai pas eu le temps d'aborder ça aujourd'hui, mais théoriquement, on ne peut rien donner en urgence parce que tous les médicaments psychotropes peuvent potentiellement avoir des effets extrêmement délétères. Oui, on peut tout à fait donner du tertian. Si vous avez que ça sous la main, le tertian peut être un très très bon produit en forme buvable en urgence. Avec toujours le critère que je suis obligée de vous dire qu'il faudra avoir vérifié le CG, mais bon, voilà. Bien, plus de questions? Bien, écoutez, je pense que tous les enseignants et experts qui m'ont permis de réaliser cette journée de formation vous remercient d'être venus à cette journée dans votre université. Et puis, tout simplement, je vous dis à l'année prochaine. On essaiera de refaire une session qui vous intéressera, j'espère. Bonne journée.